Le titre de l'audition est donc le suivant: Mauvaise nouvelle pour vous. Sous-titre: le sans-chez-soirisme est d'abord, voire uniquement, un problème de logement. Sous-titre: un nouveau défi pour vous. C'est à vous que je m'adresse, membre de la commission logement. Mais c'est une bonne nouvelle pour les personnes concernées. Et on va vous expliquer que, contrairement à ce que disent les textes et les pratiques bruxelloises, ce n'est pas un problème social-santé, c'est un problème de logement. Et nous avons confiance en vous, syndicats immenses, vous allez y arriver. La table de matière est la suivante, donc il y a 4 sections. D'abord, une leçon de vocabulaire, quelques mots-clés sans lesquels on ne peut pas aborder la question du sans-chez-soirisme de manière correcte. Quand c'est en bleu, c'est que c'est un mot qu'on vous impose pour bien penser le problème du sans-chez-soirisme. Donc, sans chez soi, ça veut dire sans logement, et nous sommes à la commission logement, donc c'est important que vous compreniez qu'on ne dit plus sans-abri, on dit sans chez soi. D'abord, j'approxime un peu les chiffres, et je les arrondis parce qu'ils ne sont pas encore officiels, mais le dénombrement de 2024 va avoir ces chiffres dans quelques semaines. Mais on peut dire qu'à Bruxelles, il y a en gros 10 000 personnes sans chez soi, dont 1000 sont littéralement sans abri, Gaston sur un carton que vous voyez dans l'espace public. Donc si vous dites sans abri, ben, vous invisibilisez 9000 des personnes qui sont sans chez soi. Leur point commun est d'être tous sans chez soi, pas d'être sans abri. 1 sur 10 est littéralement ce soir sans abri. Mais encore plus grave, continuer à dire sans abri a des effets pervers très nombreux. D'abord, dans le mot même sans abri, ça indique que leur trouver un abri pour ce soir, par exemple le SAMU social, est une solution. Et ça résout le problème. On sera bien d'accord que ça ne résout rien. Ou les cacher, comme on l'a fait à la gare du Midi de manière très spectaculaire il y a quelques temps, les cacher, comme ça on ne les voit plus, résout quoi que ce soit. Non, ça ne résout rien. Sans-abri alimente aussi un syndrome que nous appelons le syndrome du principérisme, de penser à partir des cas extrêmes. Donc on va parler beaucoup de Gaston aujourd'hui. Donc Gaston, 10 ans de rue, et là, il a vraiment tous les stigmates, il est un peu caricatural, et on se dit, et tout le monde tombe dans ce piège, là on a vraiment la personne sans chez soi, on est au cœur du problème. On est au cœur du problème. Sauf que, Nadia ici présente, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous allez tomber demain à la rue. Et en fait, à cause du principérisme, on va vous assimiler à une personne sans chez soi comme les autres, et vous allez être guidé vers des dispositifs qui ont été, dans le fond, pensés pour les cas les pires. Ici, on va prendre une douche, ici, on va dormir, ici, on va manger, ici, on va se distraire, etc. Mais, Nadia, je peux vous le dire, vous n'avez, entre Gaston et vous, demain matin, à la rue, aucun point commun. Vous avez juste besoin d'un logement que vous avez fui parce que vous étiez victime de violences conjugales, j'invente l'exemple. Donc, le principérisme, c'est ça. On se croit intelligent de partir du cas pire et ça crée des dysfonctionnements catastrophiques. L'autre face de la même pièce, c'est le principe du continuisme. Le continuisme, c'est l'hypothèse totalement débile qui consiste à dire, chère Nadia, vous n'êtes bien sûr pas comme Gaston avec tout ce qu'on voit de ce pauvre garçon après 10 ans de rue, mais vous êtes une Gaston en puissance, en petit. Alors que vous n'avez aucun point commun avec Gaston, simplement, depuis quelques heures, vous êtes sans chez soi. Alors, encore pire, et c'est au cœur de notre intervention aujourd'hui, si vous demandiez à Gaston, tiens Gaston, est-ce que vous voulez aller au SAMU social ou trouver un logement là maintenant, la probabilité qu'ils disent non est grande et absolument rationnelle et explicable. On n'a pas le temps ici. Et donc, en se focalisant sur cette image de Gaston, on a le sentiment que, voilà, quel est le problème au fond? Ben, ce Gaston, il a un peu des problèmes qu'on appelle à Bruxelles social-santé. Il n'a pas un problème de logement, il a un problème social-santé. Nous sommes au cœur de notre message. Ce que je viens de dire est juste une hérésie et il faut renverser la table. En plus, continuer à dire sans-abri,
légitimise le fameux modèle de l'escalier. C'est quoi? D'abord, tu vas prendre une douche. Quand tu seras un peu présentable, tu pourras, parce que tu pues pas trop, aller au SAMU social. Et après, aller, si tout va bien, dans une maison de transit, un logement de transit, et puis une maison d'accueil, et puis un logement de transit, et puis un logement normal. Ce modèle de l'escalier que l'on démonte, déconstruit, invalide depuis longtemps, mais continuer à dire sans-abri, perpétue en fait ce modèle. Et enfin, dire sans-abri augmente la tendance à essentialiser l'être sans-abri, ce qui serait, et bien sûr, très vite, il va être essentialisé, comme si c'était une autre espèce d'être humain, comme un être avec un gros problème social santé. J'espère vous avoir convaincu qu'on ne dit plus donc sans-abri, on dit sans chez soi. On ne dit plus sans-abrisme, on dit sans chez soirisme. Et quand on partage le verdict militant du syndicat d'Immense, on ne dit plus sans chez soi, on dit Immense, le fameux acronyme individu, dans une merde matérielle énorme, mais non sans exigence. Ça existe bien sûr aussi en néerlandais. Gigant, geweldig individu, in gigantische armoede, maar niet zonder trots. L'immensité, c'est la survie sans authentique chez soi. Nadia, demain, tu vas tomber dans l'immensité, la perte de chez soi. Comment appeler les personnes comme vous et moi, je l'espère pour vous tous, qui ne sont pas immenses, les personnes non immenses, on les appelle les escapés. Un très bel acronyme, enclos dans le système, mais capable aisément et périodiquement de s'échapper. À commencer par ce que vous allez faire ce soir en rentrant chez vous, vous allez fermer votre porte et vous allez souffler, décompresser, vous déconnecter, recharger vos batteries, mettre le monde à distance. Tout ça est impossible quand vous êtes dans l'immensité. Donc les escapés sont des personnes qui n'arrêtent pas, quand on analyse leur vie très concrète, de se protéger, de fuir, de s'échapper, ce qui est impossible pour les immenses. Les immenses capés sont les personnes qui sont un peu entre les deux. Beaucoup d'ex-immenses se définissent plutôt, se voient plutôt comme des immenses capés, pas encore de nouveaux escapés, et beaucoup d'escapés se sentent un peu immenses capés, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes à Bruxelles qui se demandent si dans 6 mois, elles auront toujours un logement. Et donc, ici, vous avez les chiffres de la population bruxelloise qui nous intéressent, que j'arrondis très rapidement. Et donc, de manière peut-être un peu hardie, on pourrait le contester, mais voici la base. Il y a 460 000 personnes en risque de pauvreté et d'exclusion sociale selon le terme officiel. Et nous décidons d'appeler ces personnes immenses capées. Sont des personnes en risque de pauvreté, donc peut-être qu'elles sont aussi en risque de perdre leur chez-soi. Voilà, c'est les immenses scapés. Nous avons les escapés 780 000 et les immenses, ils sont approximativement 10 000. On sait qu'il y a un peu plus, mais on arrondit pour l'exposition. Et dans les 10 000, il y en a 9 000 qui ce soir ont un abri et 1 000 qui n'ont pas d'abri pour ce soir. Donc, vous avez ici Gaston, voici la population bruxelloise. Nous avons ici Gaston, immense sans abri, il y en a 1 000. Et puis, on a un autre immense avec abri. Et puis, parfois, c'est la même personne. En fait, ce soir, vous êtes au SAMU social, ce soir, vous êtes chez un copain, mais demain, plus. Et donc, la même personne peut se retrouver immense avec abri un jour et le lendemain, être sans abri. Donc, voici les immenses, avec abri et sans abri. Et là, vous avez les immenses capés. Et là, vous avez les escapés. Voilà à peu près la population bruxelloise en chiffres. Et vous voyez que seuls les immenses sans abri, au sens strict du terme, sont reconnaissables et visibles dans l'espace public. Alors, un autre verbe que l'on vous impose pour bien attaquer le problème est le verbe que nous avons inventé au syndicat, sociétaliser. Sociétaliser un problème, et derrière cette question se pose la question qui a failli, qui a merdé. Gaston est mort hier soir à la gare du Midi, à 9h30, on peut en faire un fait divers. Netflix adore ça, la DH aussi, ça peut être très intéressant, et on raconte toute l'histoire qui fait que, voilà, Gaston est mort hier soir à 9h30 à la gare du Midi. On peut aussi sociétaliser le problème, c'est-à-dire
ne pas en faire un fait divers, mais un fait de société. Et c'est bien sûr ce que nous faisons comme militants au syndicat des immenses, c'est-à-dire qu'une certaine société a permis que des personnes du genre de Gaston meurent hier soir à 8h30 à la gare du Midi. Donc, je vous présente Brigitte et Mustapha. Brigitte et Mustapha, c'est deux personnes qui sont en chaise roulante. Brigitte, bien connue des nuits nocturnes à Uccle, grande cocaïnomane, s'est prise toute seule sur l'autoroute un pilier et elle est en chaise roulante. Mustapha, lui, il a juste pas de chance parce qu'il s'est retrouvé en chaise roulante parce que ses parents étaient génétiquement incompatibles. Donc tous les deux sont en chaise roulante. Clairement, Brigitte est totalement responsable, elle était toute seule sur l'autoroute, et clairement, Mustapha ne l'est pas du tout. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la sécurité sociale de la santé, qui fait que, même si l'une est totalement responsable et l'autre absolument pas, ils vont être traités de la même manière. C'est ça, la sécurité sociale de la santé. Cette sécurité sociale de la santé n'existe pas encore pour le logement. Au syndicat des immenses, on n'est pas les seuls à plaider pour cette nouvelle branche de la sécurité sociale. Il y a aussi le Parti socialiste, il y a aussi Solidaris, il y a aussi le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette branche logement de la sécurité sociale, on se posera toujours des questions stupides. Et vous voyez, à l'extrême gauche, vous avez le pauvre Gaston. On va toujours se demander, est-ce qu'il n'a pas un peu merdé? Et à l'extrême droite, si je puis dire, vous avez un escapé caricatural qui, bien sûr, lui, il a mérité. Or, peut-être que l'escapé à l'extrême droite, il a juste hérité, et d'ailleurs c'est mon cas, et peut-être que Gaston n'a pas du tout failli, mais qu'il a été haï par ses parents, ce qui explique sa situation catastrophique. Donc, tant qu'on n'a pas cette sécurité sociale du logement, on va perdre son temps avec des considérations absolument juste méprisantes, paternalistes. Est-ce qu'il n'a pas un peu merdé, blablabla. Voilà. Ça, c'est pour planter le décor. Maintenant, le verdict sociétal du syndicat des immenses est en deux phases. D'abord, sur l'origine du problème du sans-chez-soirisme, et après, l'explication de sa persistance. Alors, sur l'origine du problème, nous sommes très affirmatifs. C'est un verdict. Verdict, ça veut dire la vérité. La fatalité du sans-chez-soirisme est un mythe, une utopie. Une autre manière de le dire, le sans-chez-soirisme n'est pas une fatalité, mais un choix de société. Donc ce que nous voulons faire, c'est faire de la question du logement un enjeu de société. Ce n'est pas pour certaines personnes où il y a des problèmes. D'ailleurs, on se réjouit beaucoup, syndicats immenses, de manière un peu cynique, que cette question, cette problématique du logement touche de plus en plus des personnes qui ne sont pas du tout des bras cassés de la société. Ça peut être des jeunes salariés, ça peut être des étudiants. Vous n'êtes pas sans savoir, à la commission du logement, que la question du manque criminel de logement abordable à Bruxelles concerne presque tout le monde. Et c'est important de parler de choix de société, parce que si on dit qu'un problème est systémique, ben c'est un peu décourageant. C'est systémique, on ne peut rien faire. Si c'est structurel, ça a le même effet. Ben, c'est structurel, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si c'est politique, quand j'avais 20 ans, c'était synonyme. Sauf qu'aujourd'hui, quand on dit un problème est politique, on se réfère à la classe politique. Bien sûr, le problème est éminemment politique, mais ce n'est pas la classe politique qui est ici visée. C'est l'ensemble de la société qui doit collectivement décider de mettre un terme à cette horreur. Donc le problème est sociétal, et vous n'aurez certainement remarqué avec nous que l'adjectif sociétal est de plus en plus courant, utilisé dans les médias et dans les débats. Donc, si c'est sociétal, c'est qu'un autre choix est possible, okay, qu'un autre paradigme est possible, un autre imaginaire est possible, un changement des mentalités est nécessaire, un renversement des priorités s'impose, et cette phrase, je ne résiste pas de vous la citer, vous la lisez devant vous, on a loupé quelque chose en tant que société. Cette phrase a été proférée par une femme en soutien à Gisèle Pelicot au moment des tragiques procès des viols de Mazan, et cette femme, face caméra, dit aux journalistes « on a loupé quelque chose en tant que société ». Ça veut dire on ne parle pas de cette ordure Pelicot, on parle globalement. Il y a un truc là qui ne va pas sociétalement. On a raté quelque chose.
on est passé à côté, il faut se ressaisir. C'est exactement la même chose qui s'est passé avec l'esclavage, c'est exactement la même chose qui se passe avec les femmes. Il y a certaines choses, c'est un vieux mâle alpha qui vous parle, il y a certaines choses qui étaient la base et qui sont juste maintenant pas négociables. Non, la ligne rouge a bougé. On ne parle plus pareillement de pédophilie, on parle de pédocriminalité. On ne parle plus de pollution catastrophique, on parle d'écocide. Donc, c'est la même chose qui est en train de se passer avec le sans-chez-soirisme. Un jour, on se dira comment est-ce qu'on a pu avoir en 2025, dans la capitale de l'Europe, encore des personnes, en plus de plus en plus nombreuses, que l'on enjambe dans la rue. C'est exactement la même chose. Je suis sûr que dans X temps, il n'y en aura plus un seul, et on se demandera comment est-ce qu'on a pris tellement de temps pour mettre fin à cette calamité. Donc, sociétaliser la question, c'est que les personnes concernées, que nous préférons appeler consternées, ce ne sont pas que les immenses ou les futurs immenses capés qui commencent à avoir peur, c'est tout le monde qui doit se saisir de cette question. Avec mes collègues du secteur du sans-chez-soirisme, j'ai encore une formulation qui est ma préférée, encore plus provocatrice, c'est de dire que le sans-chez-soirisme n'est pas un problème social, c'est une problématique sociétale. Mais oui, c'est juste ça. Ce n'est pas un problème social. En plus, ce mythe de la fatalité du sans-chez-soirisme est dévastateur car auto-réalisateur. Si on pense qu'il y en aura toujours des personnes sans chez-soi, la question de savoir où est-ce qu'ils vont faire caca, où est-ce qu'ils vont dormir, où est-ce qu'ils vont manger, où est-ce qu'ils vont voir une infirmière, où est-ce qu'ils vont se divertir, sont des questions importantes. Et alors, on va créer des associations comme Doucheflux, comme le SAMU social, comme Lilo, comme les Restos du Cœur, tous ces machins-là. Il y en a une cinquantaine à Bruxelles. Et donc, on entretient le problème. On fait du dépannage à court terme, mais voilà, la douche, 2 jours après, il faut la reprendre. Donc, on n'a rien résolu. Et voilà. Donc, on va résumer tout ça par la formule la plus simple, la plus courante. Ce n'est pas une fatalité, mais un choix de société. Maintenant, vous allez dire, je n'ai fait qu'affirmer les choses. Maintenant, je vais vous le démontrer. Nous avons 4 régimes de preuve. Le premier régime de preuve, c'est le programme Housing First que vous connaissez, mais je vais quand même rappeler en une phrase. Il s'agit de négocier avec Gaston, parfois ça prend 1 an, pour dire Gaston, tu retournerais pas en logement, et ça marche. C'est-à-dire que les chiffres sont là en Belgique, mais c'est la même chose ailleurs. Après plus de 2 ans, plus de 90% des personnes dans le programme Housing First sont encore en logement. Donc ça marche. Or, ce programme Housing First, comme vous le savez, mesdames et messieurs de la commission logement, est réservé dogmatiquement aujourd'hui pour certaines personnes, à savoir celles qui présentent un double diagnostic, problème de santé mentale et problème d'insuétude. Ça veut dire pour les cas désespérés, pour les Gastons, que quand vous les voyez, vous dites c'est vraiment foutu. Et ben non, ça marche. Et nous sommes les seuls au syndicat immense de dire, mais écoutez, si ça marche pour les cas les plus désespérés, ben ça va marcher pour tous les autres. Donc notre présentation pourrait s'arrêter ici. En fait, elle pourrait très bien s'arrêter ici. Parce qu'il n'y a aucune objection opposable à ce qu'on vient de dire. Deuxième axe de démonstration que ce n'est pas une fatalité, qu'il pourrait y avoir 0 personne sans chez soi, c'est ce qu'on a appelé le saint Covid au syndicat immense. Pourquoi on a canonisé Covid? Parce que si on avait demandé le 12 mars 2020 ce qu'on a obtenu le 13 mars 2020, on aurait dit pas possible, pas d'argent, pas d'immeuble, rien, blablabla, ça ne va pas. Le 13 mars, tout d'un coup, grosse panique générale, la pandémie est déclarée et plein de choses sont possibles. Benoît, ici présent dans la salle, est bien connu au syndicat immense pour être un jour entré en disant « Vive Covid », c'est pour ça qu'on a fait le Saint Covid. Pourquoi? Parce qu'il habitait dans un vieux grenier pourri à Woluwe-Saint-Lambert et tout d'un coup, il se retrouve terrasse plein sud, sur vue imprenable sur le cinquantenaire, écran plat. Il avait été mis en hôtel. Magnifique. Malheureusement, pour Saint Covid, il a été totalement éclipsé par Saint Poutine. On dit beaucoup de mal de ce garçon, mais il a fait une chose juste fantastique, qui en soi peut être une preuve à elle seule. Qu'est-ce qu'il a fait, Poutine? Il a envoyé au moins 11 000 personnes sans chez soi
en région Bruxelles-Capitale. Et combien se retrouvent à la rue? 0. On pourrait de nouveau arrêter cette présentation ici. Merci Poutine d'avoir provoqué la constitution en 3 semaines, je dis bien 3 semaines, d'une task force qui, de manière absolument historique, miraculeuse et géniale, d'une inventivité, d'une créativité complètement dingue, a mis cette task force en place, et ça marche. 11 000 personnes sans chez soi, les réfugiés ukrainiens, aucun ne se retrouve à la rue. Et comme par hasard, mesdames, messieurs les membres de la commission logement, tout d'un coup, c'est Bruxelles Logement, l'administration du logement de la région bruxelloise, qui était au centre de ce dispositif. Ah ah, tout d'un coup, la question du sans-chez-soirisme serait une question de logement. C'est fort intéressant. Nous, troisième axe financier, celui-là, de notre démonstration, que l'on pourrait y mettre fin, l'aspect financier, parce que les militants que nous sommes sont toujours taxés d'angélisme, de naïveté, de simplification à outrance, c'est trop cher. Et donc, on a co-commandité une étude au département bien connu d'ULBA de l'ULB pour leur demander d'évaluer le coût du sans-chez-soirisme en région bruxelloise. Vous pouvez vous fournir cette étude en français et en néerlandais. Et je la résume d'un chiffre. Chaque personne sans chez-soi à Bruxelles coûte en moyenne 41 000 € par an à la région bruxelloise. Ça représente une somme absolument considérable. 41 000 € par an et par personne. Certains coûtent beaucoup plus, certains coûtent presque rien. Est-ce qu'une autre allocation de cet argent n'est pas envisageable, ne serait pas souhaitable? Poser la question, c'est y répondre. Une autre manière de commenter ce résultat est de dire que pour les immenses, les 10 000 immenses de la région bruxelloise, le saucissonnage chez soi, ici, tu fais caca, ici, tu dors, ici, tu manges, ici, tu vois, tu te divertis, ici, tu vois une infirmière, etc. Ce saucissonnage du chez-soi n'est pas efficace. On peut faire 10 000 douches flux, 40 000 îlots, 50 000 restos du cœur, 40 000 SAMU social. Qu'est-ce qui va changer? Rien. Donc, vous comprenez, c'est quand on prend un système, on le pousse, et ça, en fait, ça ne changerait rien. C'est qu'il y a un gros problème. Donc, on ne peut pas faire d'économie d'échelle dans le système tel qu'il est prévu maintenant. Bien sûr, à douche flux, il y a 20 douches, et pas une. Oui, on a fait des petites économies d'échelle, mais ce n'est pas ça. Les vraies économies d'échelle seraient réalisables, bien entendu, si on produisait en grande quantité des logements abordables à Bruxelles. Là, il y a des économies d'échelle énormes qui sont possibles. Troisième axe qui, de nouveau, à lui seul, pourrait tenir la totalité de la démonstration, la Finlande. Comme vous le savez, le seul pays européen qui risque d'arriver à 0 personne sans chez soi en 2028 ou 2029, et parce qu'ils ont compris en 2008 que c'était un problème de logement et pas un problème social santé, eux, ils vont arriver à 0 personne sans chez soi dans quelques temps. Et ils n'arrêtent pas de nous dire « nous gagnons de l'argent ». Nous gagnons de l'argent. Parce que, comme disait Macron, ça coûte un fric de dingue et c'est quasiment à fond perdu. Donc, lorsque j'étais encore directeur de Douchlux, je disais à mes 30 employés, je leur disais, vous savez ce qu'ils ont fait en Finlande? Ils ont fermé les centres de jour, première activité. Il n'y a pas qu'un centre de jour à Douchlux, mais panique générale parmi les employés, oui, mais nous. Et bien sûr, ce que je leur ai répondu, pas de panique, j'en suis la preuve vivante, l'incontinence, la vieillesse, la sénilité, l'handicap, là, il y a des bassins d'emploi, parce que ce sont des vraies fatalités, tout le monde va y passer tôt ou tard, là, mais le sans-chez-soirisme, lui, n'est pas une fatalité. Il y a des indices encourageants. Le gouvernement, qui est encore en affaires courantes, avait mis les mots « fin du sans-chez-soirisme » dans l'accord gouvernemental. J'espère que le futur gouvernement gardera ces mots-là comme horizon possible, parce que ça change tout d'avoir au moins ce mot-là comme horizon. Et vous le savez, en Europe, ils ont fixé pour 2030 la fin du sans-chez-soirisme. Personne n'y croit, sauf pour la Finlande, mais ça change beaucoup d'avoir ce mot d'une fin du sans-chez-soirisme.
C'est d'ailleurs la manif au finish numéro 3, dont vous voyez ici la première photo. Tous les 27 du mois, parce qu'il y a 27 pays dans l'Union européenne, nous faisons à 16h30 un rappel du compte à rebours. Donc le 27 octobre 2024, vous voyez, il y avait encore 1890 jours avant la fin du sans-cessoirisme en Europe. Et donc vous avez ici, on a invité successivement, voilà, Nawal Benamou, bien sûr logement, Monsieur Marron, Social Santé, et puis Bruxelles, et puis la FEANSA, et puis la grande fédération AMA. Et c'est en direct et avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que c'est vous, parlementaires de la Commission Logement du Parlement bruxellois, qui sont invités à figurer sur la photo le 27 avril prochain à 16h30. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. L'invitation officielle suivra et on sera là. Et après, on peut boire un verre qui est offert par le syndicat des immenses. On vous attend donc. Donc, le verdict sociétal, pourquoi il y a encore des personnes sans chez soi? Parce qu'on croit que c'est une fatalité et que de là découlent toutes sortes de dysfonctionnements. Donc, nous avons démontré que la fin est possible du sans-cessoirisme, humainement souhaitable, ça va sans dire, et en plus, financièrement rentable. Deuxième partie de notre verdict, l'explication de la persistance du problème. Vous entendez partout la question qui se pose, et quand les chiffres du dénombrement en 2024 vont tomber dans la presse, ça va être l'unique question. Pourquoi y en a-t-il de plus en plus? Nous sommes les seuls au syndicat d'immenses à dire que ce n'est pas la bonne question. Si vous posez une question superficielle, vous allez avoir des réponses superficielles. Il faut, la seule bonne question est pourquoi y en a-t-il encore? Puisqu'il pourrait y en avoir zéro, la question n'est donc pas pourquoi il y en a de plus en plus, mais pourquoi il y en a encore. Et c'est ici que nous avons, au syndicat, développé une longue expertise, parce qu'on n'a que ça à faire, on travaille comme des fous depuis 6 ans et quelques semaines. On a réussi à identifier les 4 piliers du sans-cessoirisme persistant, merci beaucoup, afin d'expliquer pourquoi il y a encore une personne sans chez soi. Alors, l'hiérarchisme, voici les 4 mots qu'on vous impose pour bien comprendre. L'hiérarchisme, c'est très clair, c'est très facile, mais il fallait un mot pour le dire. Toutes les vies n'ont pas la même valeur. Gaston est mort hier à la gare du Midi, ok, c'est pas chouette. Nadia est morte hier soir, c'est la catastrophe. Tout simplement. Toutes les vies n'ont pas la même valeur. Le désuniversalisme, c'est un mot très chic dont on est très fier pour expliquer le 2 poids 2 mesures. J'y ai fait allusion pour le syndicat des immenses. Bien sûr, le plus incroyable 2 poids 2 mesures, ça a été l'accueil magnifique pour les réfugiés ukrainiens. Et là, pour nous, la question que tout le monde s'est posée, c'est pourquoi les Ukrainiens et pas les Syriens, et encore moins les Afghans, les Soudanais, les Érythréens, etc. Donc, tout le monde a dit, mais voilà, on aurait pu faire ça aussi en 2015 pour les Syriens, etc. Mais voilà, il faut quand même reconnaître un racisme radical parce que les Ukrainiens sont blancs et vaguement chrétiens. Nous sommes les seuls aux syndicats immenses à donner la vraie raison encore plus profonde. Les réfugiés ukrainiens ne sont pas des immenses. Ce sont des escapés comme vous et moi, tombés dans l'immensité du jour au lendemain, et c'est clairement pas de leur faute. C'est Nadia, dont vous apprenez qu'elle vient de perdre son chez-soi demain matin. Vous allez remuer ciel et terre, ça va être insupportable. Nadia est à la rue, c'est impossible, on va faire le maximum et on va trouver ça élémentaire pour que Nadia ne reste pas 10 minutes à la rue. Tandis que pour Gaston, on se trouve tout à fait heureux et fier, presque, de faire pour lui non pas le maximum, mais le minimum, être sûr qu'il n'a pas oublié d'appeler le SAMU social, être sûr qu'il n'a pas oublié son rendez-vous avec l'infirmière, être sûr qu'il a bien rempli le papier au CPS. Donc, c'est ça qui se passe avec les réfugiés ukrainiens. Pour les escapés, on trouve absolument normal de faire le maximum, et pour les immenses, on trouve absolument normal de faire le minimum. Donc, il y a 2 types de SOS. Sauvons 11 000 sans-chez-soi, c'est les Ukrainiens. Et il y a un autre SOS, les sans-chez-soi ont suffisamment.
Ici, ils peuvent faire caca, ici, ils peuvent dormir, ici, ils peuvent manger, ici, ils peuvent se divertir. Ben, ils ont tout. De quoi être bon. L'allomorphisme, c'est le troisième pilier, celui que je préfère présenter en tant que cofondateur de DoucheFlux. On fait plein de choses à DoucheFlux, dont des douches, d'où le nom DoucheFlux. Combien de douches j'ai pris à DoucheFlux? 0. Je vous assure que c'est des très belles douches. Mais moi, je ne suis pas fou. Je vais me retrouver dans une file avec des inconnus. Je ne sais pas très bien si c'est bien nettoyé, blablabla. Alors, c'est quoi ça? Donc, avec les meilleures intentions du monde, c'est peut-être le pire, on met en place des dispositifs, nous les escapés, qu'on pense bons pour les immenses, mais que nous n'allons jamais utiliser. C'est quoi ce bazar? C'est une autre sorte d'être humain? Ah non, non, c'est pas ça qu'on veut dire. Bah là, pourquoi vous faites ça alors? Quand on fait un hôpital, les concepteurs d'un hôpital, ils pensent qu'un jour, eux seront un patient dans cet hôpital. Est-ce que le fondateur du SAMU social a passé une nuit au SAMU social? Ma réponse préférée est, bien sûr, je n'espère pas pour lui. Personne ne veut dormir dans un dortoir au SAMU social. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? L'allomorphisme est massif, et d'une violence extrême au sein du secteur du sans-chez-soirisme. La nécropolitique, ça, on n'a pas inventé ce mot, c'est Achille Mbembe, philosophe et politologue, qui l'a inventé pour expliquer la traite des êtres humains, l'esclavage des Noirs, et deux géniaux philosophes sont arrivés au syndicat d'immense et ont dit « Nous avons l'intuition que ce concept de nécropolitique pourrait s'appliquer à d'autres populations ». Et nous avons traduit ce terme. La nécropolitique, ce n'est pas la thanatopolitique, on ne va pas vous tuer, non, on va vous punir d'être encore vivant en vous rendant la vie impossible, et croyez-moi, c'est rare l'unanimité, et là, tous les doigts se sont levés au syndicat des immenses. Bien sûr qu'ils ont le sentiment qu'on les punit d'être encore vivants, que s'ils pouvaient juste, comme par miracle, tous mourir demain matin, on se serait tellement mieux, on serait tous en train d'escaper, ce serait vraiment chouette la life. C'est quoi ces gens? Ils sont emmerdants. En fait... Et on les punit d'être encore vivants en rendant leur vie impossible. C'est comme un fait exprès. La nécropolitique est massive dans le secteur du sans-chez-soirisme. Est-ce que chacun de ces piliers pose en fait une seule question? Est-ce que les immenses font partie de l'humanité commune? Poser la question, c'est en tout cas émettre un doute sérieux. S'il fallait tout résumer, nous avons 160 visuel qui explique ces 4 mots. Je n'ai le temps ici que d'en présenter un. Sur quoi repose le sans-chez-soirisme? Vous avez les 4 noms des piliers du sans-chez-soirisme persistant. Ce sont ça les 4 cibles. Tant que ces 4 fléaux sont actifs dans les pratiques, dans les discours, dans les relations et dans les associations, il y aura toujours des personnes sans chez-soi. Dans les symptômes, et ici on va se rapprocher de votre mission, chers membres de la commission au logement, dans les symptômes qui sont révélateurs d'une mécompréhension des tenants et aboutissants du sans-chez-soirisme, il y a que être en non-logement n'est pas considéré en région Bruxelles-Capitale comme un problème de logement. Je vous répète cette phrase parce qu'elle est tellement énorme qu'elle pourrait surprendre. Croyez-moi, d'après les textes bruxellois, être en non-logement n'est pas considéré un problème de logement, c'est considéré comme le symptôme d'un problème social santé. Gaston n'a pas de problème de logement, simplement il a un problème social santé, et quand ce problème social santé sera par miracle résolu, comme par miracle, il va retrouver un logement immédiatement. Aux syndicats immenses, bien sûr, on s'insurge contre cette vision des faits, tout simplement parce que Nadia, qui va perdre son logement ce soir, demain, elle n'a pas de problème social santé. Hein, okay, elle a juste un problème de logement. Mais aux syndicats immenses, on s'est dit, OK, c'est absurde de penser que ce n'est pas un problème de logement, c'est un problème social santé, mais on a démontré aussi que si on fait ça, on doit repasser par le logement. Vous avez ici une catastrophique campagne publicitaire que vous avez vue certainement il y a quelques années dans les rues de Bruxelles, de Médecins du Monde. On s'en fout, c'était une magnifique campagne, sauf que qui déclinait plusieurs identités, sauf qu'ils se sont lamentablement
trompés quant à Maurice. Et vous voyez la campagne, on s'en fout que Maurice soit à la rue, ce qui nous intéresse, c'est sa santé. Et bien sûr, la réponse de Maurice, cette phrase est débile, cher médecin du monde, parce que l'effet sur ma santé d'être sans chez soi est juste catastrophique. Il ne faut pas être médecin pour le savoir. Et donc, si on veut vraiment avoir souci de ma santé, il faut me reloger. Le cas très intéressant de Infirmiers de rue, une bien célèbre association bruxelloise, qu'est-ce qu'ils font? Ils font 100% aujourd'hui du Housing First. Ne les appelez pas parce que vous avez vu que Gaston a une cicatrice, ils ne vont pas se déplacer. Ils font maintenant 100% de Housing First. Et Pierre Ekmans, feu le médecin qui est décédé il y a la semaine passée d'Infirmiers de rue, m'a dit, tu sais, chez nous, le relogement, on appelle ça un traitement. Donc vous avez l'association qui a un axe médical radical. Qu'est-ce qu'ils font? Que du relogement, que du Housing First. Donc vous voyez, même si on dit que c'est absurde, eh bien ok, c'est débile, c'est un problème social santé, eh bien, alors on fait du Housing First. Parce que c'est comme ça qu'on va résoudre nos problèmes de santé. Il y a ici le New York Times un magnifique article où vous voyez des mutuelles américaines qui se posent sérieusement la question suivante: si vraiment la santé de nos affiliés est le cœur de notre action, de notre mission, est-ce que nous ne devrions pas payer le loyer de nos affiliés sans chez soi, puisque cette absence de chez soi a un effet catastrophique sur leur santé. Le paradoxe, et c'est là qu'on a besoin de vous, chers membres de la commission logement, c'est que on a fait tout à l'envers, comme vous commencez à le comprendre, j'espère, à Bruxelles. Par exemple, le Housing First, qui, depuis l'ordonnance de 2018, est officiel à Bruxelles, mais c'est une compétence sociale santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, vous regardez le texte de l'ordonnance, la deuxième phrase, c'est « dans la limite des places disponibles ». Parce qu'Alain Marron ne peut pas, Madame Logement n'est pas là. Donc, le Belgique est le seul pays en Europe où les équipes Housing First négocient pendant 1 an avec Gaston et après se retrouvent, je caricature à peine, sur ImmoWeb pour trouver un logement. Dans les autres pays, le logement, il est là. Et il attend Gaston. Les équipes Housing First à Bruxelles doivent, et on en sait quelque chose, Doucheflux est entré dans le programme Housing First, doivent chercher eux-mêmes des logements. En plus, j'en ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, j'avais devant moi les coupoles sociales santé officielles de Bruxelles. Je leur ai dit, vous parlez sans chez-soirisme? Jamais. C'est quoi ce bazar? On dit que ce n'est pas un problème de logement, on dit que c'est un problème social santé, on réunit, vous avez la liste là, les coupoles sociales santé de Bruxelles. Ah non, sans chez-soirisme, non, nous, c'est plutôt autre chose, non. Autre catastrophe de ce focus social santé, on oublie les autres déterminants massifs et très connus du sans-chez-soirisme, les violences intrafamiliales, le surendettement, la sortie d'institutions, les pertes d'emploi, les expulsions domiciliaires, les faillites, et bien sûr, le plus important de tous, l'absence de logements abordables à Bruxelles. Donc finalement, les immenses sont les grands oubliés, et des politiques de logement, et des politiques sociales santé. Ici, vous avez un très bel exemple d'une des grandes victoires du syndicat des immenses. À la suite, là vous voyez le happy end, 21 mardi, devant les bureaux de Bruxelles, donc cette coupole régionale censée régler les questions de sans-chez-soirisme à Bruxelles. Pourquoi? Parce qu'après 21 mardi devant les bureaux, nous avons obtenu que Nawal Benamou, Madame Logement, soit représentée au CA de Bruxelles. Ce qui n'était pas le cas avant. Et dans les statuts de Bruxelles, ce n'est pas prévu. Il est prévu que M. Social Santé, à savoir Alain Marron, soit représenté au CA. Donc ces gens magnifiques parlent de personnes sans chez soi, c'est-à-dire sans logement, et Madame Logement n'est pas sur la table. C'est quoi ce bazar? Deuxième victoire que nous avons obtenue, ça c'était au début de cette année, après 20 mois de manif au finish mensuel, celle-là. Lorsque vous ouvriez
le site internet de Bruxelles, il était marqué, c'est marqué en haut à gauche, au service de l'action sociale et de la santé. Vous imaginez cette phrase catastrophique, l'effet de cette phrase sur la pauvre Nadia qui perd son logement demain matin, qui est au courant, ah j'ai entendu parler de Bruxelles, elle va sur Google, elle fait Bruxelles au service de l'action sociale et de la santé. J'ai pas besoin d'action sociale et de la santé, j'ai perdu mon logement. Pour sauver ma peau, j'ai été battu par mon mari. C'est action sociale et santé, elle va refermer. Grâce au syndicat d'immense, depuis janvier, la baseline est devenue sortir du sans-chez-soirisme via la prévention, l'accompagnement et le logement. Tiens, tout d'un coup, ce serait une question de logement. Comme militant, il faut toujours avoir des bonnes nouvelles. Et nous avons 2 très bonnes nouvelles que nous voulons partager avec vous. Pour rester positif, depuis janvier, figurez-vous, Bruxelles a une conseillère logement. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Ces gens, depuis 7 ans, s'occupent des personnes sans chez soi et il n'y avait pas de conseillère logement. Incroyable. Enfin, le franc serait-il tombé? Et en face, figurez-vous que depuis janvier aussi, Bruxelles Logement a une conseillère sans chez-soirisme. Tiens, est-ce qu'il faudrait s'occuper des personnes sans logement quand on doit s'occuper du logement? Malheureusement, chers membres de la commission logement, nous n'avons qu'une excuse d'avoir foiré totalement sur cette question à Bruxelles comme ailleurs, parce qu'aux États-Unis, vous le voyez là sur cette copie d'écran, eux, ils n'ont pas merdé, et vous voyez en bas au milieu une copie d'écran, donc vous avez des considérations sur le nombre de personnes sans chez soi, et en haut à droite, vous avez les crédits immobiliers. Donc aux États-Unis, ils ont compris que c'est le même département qui s'appelle Housing and Urban Development qui doit s'occuper des personnes sans chez soi et des personnes qui cherchent à acheter une maison. Il est grand temps de imiter sur ce point-là, et peut-être ce point-là seulement, les Américains qui ont compris que le sans-chez-soirisme est une question de logement et pas, et pour certains, uniquement une question de logement, et c'est l'exemple de Nadia. Elle n'a aucun problème social-santé. Demain matin, elle n'aura aucun problème social-santé non plus. Mais elle sera dans les rouages du secteur social-santé. Il me reste 2 minutes 30, je vais devoir donc accélérer très vite. Donc, les déconnexions des 2 secteurs, voilà. Lorsque, avec ma casquette de directeur de Douche-Flux, j'ai voulu que Douche-Flux soit membre du RBDH, grande fédération d'associations, le directeur, magnifiquement, dans un cri du cœur éloquent, a dit « Enfin, Laurent, qu'est-ce que tu veux? Nous, on ne travaille pas avec les gens à la rue, on travaille avec les gens en logement. Qu'est-ce que tu veux faire ici ?» Donc, vous voyez, dans ces conceptions, le monde est divisé en 2. Vous avez à gauche les immenses, c'est des gens qui ont des problèmes social santé. Ils n'ont pas de problème de logement, ils sont sur une autre planète, il n'y a pas de logement. Lorsque, ici même, je suis pour la question des réfugiés ukrainiens, on a fait une pétition et on a été auditionnés. Comme le syndicat des immenses est étiqueté sans chez-soirisme, est-ce que je peux avoir 5 minutes en plus? 5 minutes en plus. Merci infiniment parce que vous êtes magnifique. Lorsque, bien sûr, syndicats immenses et personnes sans chez soi, le Parlement, voilà, vous avez rempli votre pétition, vous allez être auditionné par la commission sociale santé. J'ai dit, mais c'est quoi ces trucs, commission de logement? Je m'énerve un tout petit peu, très poliment, et nous obtenons les 2 commissions. Et pendant cette audition, vous en étiez certainement, vous vous rappelez peut-être, pour nous ça a été juste dingue, on apprend par hasard que c'est la première fois que ces 2 commissions travaillaient ensemble. Le Code bruxellois du logement. Le Code bruxellois du logement, il faut toujours lire les premières lignes. Il y a un petit problème dans le Code bruxellois du logement. Je vais être très rapide. Bien sûr, dans les premiers paragraphes, le Code bruxellois du logement dit que ça concerne le logement. Parfait. Ça ne concerne pas les hébergements collectifs genre SAMU. Parfait. Point final. Pas de chance. On a oublié Gaston. On aurait dû dire, il manque un bout de phrase, le Code du logement ne concerne pas non plus les personnes
qui ne sont même pas dans des hébergements collectifs provisoires temporaires. On les a oubliés, tout simplement. Est-ce qu'ils font vraiment partie de l'humanité commune? On les a oubliés. Allez, mais c'est normal. Non, c'est pas normal, parce qu'on va juste vous donner rapidement 2 exemples. On en a 8 au total, on a le temps ici que d'en montrer 2, où la question de oublier qu'il y a 1000 personnes littéralement sans abri à Bruxelles, eh bien, quand il y a eu le couvre-feu, le confinement pour le Covid, ça a été comme ça, on les a oubliés, et des associations sont allées au Conseil d'État, etc. Et 6 mois après, lorsqu'il y a le couvre-feu, on les a de nouveau oubliés. Et il y a des personnes immenses, sans abri au sens correct du terme, qui ont été verbalisées parce qu'ils n'ont pas pu, faute d'un chez-soi, être confinés ou respecter le couvre-feu. Est-ce que c'est des nuisances? C'est finalement ça la question qu'on se pose. Ce qui s'est passé à la gare du Midi, pour nous, était extrêmement éloquent. Qu'est-ce qui est une nuisance? Qui est une nuisance? C'est un rapport de force qui permet d'y répondre. Ce qui s'est passé à la gare du Midi, c'est on a mis en balance un sentiment d'insécurité. Je dis bien un sentiment. Je traverse la gare du Midi et je ne me sens pas 100% à l'aise. Oh, fin du monde. Et à côté, une insécurité existentielle, ontologique, massive de centaines de personnes, et l'un prédomine totalement par rapport à un autre. Est-ce que les immenses sont un cheveu dans la soupe de l'humanité? Poser la question, c'est y répondre. Donc, on va aller maintenant, puisqu'il ne nous reste plus que 3 minutes, j'aurai tout le temps de déplier la dernière phase de notre programme politique au syndicat immense, qui vous concerne, vous, Commission Logement, à 100%. D'où le titre « À vous le lead ». Monsieur Pierre Verberen vous a présenté le master plan de Bruxelles, auquel, parmi d'autres associations, le syndicat immense a contribué massivement, mais on leur avait dit, si votre plan ne nous semble pas assez radical, on va présenter notre mastoc plan. On n'avait pas trop d'idées derrière la tête, on ne savait pas ce que ça allait faire. Ce master plan a l'énorme mérite d'exister, c'était impensable il y a 10 ans, c'est pas pour cracher dans la soupe, mais au syndicat immense, on veut être plus radical. Et le mastoc plan du syndicat des immenses, que je vous présente, c'est 2 nouveaux mots, la créale politique, vous connaissez très bien, chers politiciens, politiciennes, la réale politique. La réelle politique, ben voilà, il faut être réaliste, etc. Non, on l'a vu avec Covid, tout d'un coup, plein de choses sont possibles. On l'a vu 100 fois plus avec les réfugiés ukrainiens. Donc, soyons créatifs politiquement et on refuse catégoriquement, désormais, au syndicat des immenses, les phrases du type « Ok, bonne idée, mais on n'a pas l'argent ». Non, on décide qu'on n'a pas l'argent parce qu'on décide de mettre le budget comme ça. Mais c'est des phrases qui ne sont plus audibles. UDSKIF est le programme politique que l'on vous propose de mettre en œuvre avec nous et avec les autres acteurs du logement à Bruxelles. UDSKIF, vous entendez dans ce mot l'acronyme approximatif, universalisation de ce qui fonctionne. UDSKIF. Donc l'UDSKIF, c'est on investit dans ce qui fonctionne et on abandonne gentiment et de plus en plus vite ce qui ne fonctionne pas ou pas assez ou pas du tout. Mais qu'est-ce qui fonctionne? Je vous l'ai dit, l'UDSKIF appliqué au sans-chez-soirisme, c'est très facile, c'est le programme Housing First qui est destiné aujourd'hui au total fracassé et qui se résume en une phrase, pas question de rester à la rue. Il y a à l'autre extrême le modèle ukrainien, une méthodologie totalement différente pour les personnes pas du tout fracassées. Et il revient à dire, pas question de tomber à la rue. Alors la chose fantastique, c'est qu'aujourd'hui nous avons 2 modèles qui sont aux 2 extrêmes du spectre humain. Les personnes total fracassées, le Housing First, les personnes pas du tout fracassées,
le modèle ukrainien. Il suffit donc d'universaliser ces deux modèles et forcément, on va reloger tout le monde. Empêcher que les gens tombent encore à la rue et reloger ceux qui, malheureusement, y sont encore maintenant. Donc, je vous ai démontré, et ce sera dans les 10 dernières secondes, puisque c'est la dernière slide, que la fin techniquement possible, humainement souhaitable et financièrement rentable du sans-chez-soirisme est dans les mains des acteurs du logement, avec, quand nécessaire, pour les Gastons, oui, ok, pour les Gastons, l'appui ponctuel et de plus en plus marginal, à terme, des acteurs du secteur social santé. Merci de votre attention. Je vous donne donc rendez-vous, bien sûr, je sais que vous serez là pour la manifestation du 6 avril, l'action Wohn Axi Logement, et je vous rappelle notre rendez-vous le dimanche 27 avril à 16h30 pour poser pour la postérité votre engagement pour la fin du sans-chez-soirisme en Europe. Merci de votre attention.